monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit du Monde perdu de Michael Crichton, qui est dans la même édition que le premier tome, qui est juste ici. Voilà, et je suis très contente. Alors attendez, parce que les livres, comme ça, c'est très pénible pour... à chaque fois, vous avez la couverture qui glisse comme ça. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont assortis, même s'ils n'ont pas la même couleur. Je suis super contente d'avoir réussi à les trouver. En plus, je les ai pas trouvés au même moment. Je crois que lui, par exemple, je l'ai acheté... non, je sais plus, mais je l'ai acheté une année particulière, donc à la braderie de livres qu'il y avait juste dans la petite ville qui est à côté de chez moi. Et peut-être l'année qui a suivi, oui, l'année qui a suivi c'est mieux, et bien j'ai trouvé celui-ci. Et chacun m'a coûté 1 euro. Donc vraiment, je suis très très contente. Parce que ça faisait un moment que je voulais lire donc la duologie de Michael Crichton. Et j'avais très envie d'avoir cette couverture parce qu'elle est juste trop belle. Donc ça donne comme ça. C'est la couverture des éditions France Loisirs, je ne sais pas l'année par contre. Et quand vous enlevez du coup le petit cache, ce que j'ai fait pour ma lecture, parce que celui-ci il a beaucoup glissé, vous avez un petit dinosaure que je cache bien sûr, ici. Et vous avez du coup l'écriture qui est à côté. Je crois que le premier tome c'est la même chose, je vais vous montrer ça tout de suite. En tout cas j'adore les livres en hardback, c'est juste un autre plaisir supplémentaire pendant la lecture. Et celui-ci, c'est la même chose, je crois que c'est le même dinosaure en plus, mais vous avez encore du coup la petite gravure et du coup l'écriture qui est en blanc ici. Voilà. Impeccable. Alors, donc le livre de Michael Crichton, Le Monde perdu, dans le premier tome il y avait déjà pas mal de faits scientifiques, de diagrammes, de schémas. J'essaie de vous faire un exemple, il y a des trucs un peu bizarres aussi, on ne sait pas ce que c'est. Comme ceci. Donc ça c'est troisième configuration, c'est par rapport... Ah c'est Malcolm qui a mis ça, c'est par rapport au chaos et tout ça. Je sais pas ce que c'est. Après avoir lu les livres, je me suis revu les 3 films. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que 2 livres pour 3 adaptations et la troisième adaptation reprend certains faits en fait qu'on a dans les romans. Donc notamment le sac porte-bonheur de Sarah qu'on a dans Le Monde perdu. Il me semble que c'est également le cas pour le film Le Monde perdu, mais dans le troisième volet, le film, on a également un personnage qui a un sac porte-bonheur qui va lui sauver la vie dans le film. Donc on a certains faits en fait qui vont être repris pour le troisième volet et ça va être repris donc dans ce roman, mais je sais pas s'ils ont repris aussi des faits dans le premier tome parce que je n'avais plus du coup vraiment les éléments, les détails du livre en tête quand j'ai revu les films. Donc dans Le Monde perdu, nous retrouvons Malcolm qui a été invité entre guillemets bien sûr à se retrouver donc sur une autre île, donc c'est le site B il me semble, où qui abrite également des dinosaures, mais plus de dinosaures que ce qu'on a pu voir donc dans le Jurassic Park. Et en fait il vient pour référencer je crois les dinosaures et il fait partie d'une expédition pour justement les analyser leur comportement, leur vie sur cette île. Sauf que bien sûr voilà ça tourne au chaos. Et l'objectif maintenant ce n'est plus de analyser les dinosaures mais c'est plutôt de fuir les dinosaures et de fuir cette île. C'était encore une fois une très bonne histoire, mais tout le côté scientifique vient prendre une part importante en fait de notre lecture. Donc ceux qui ne sont pas du tout habitués, ça peut être assez lourd. Même moi ça a été assez lourd pendant ma lecture. Pour vous donner un exemple en fait, pendant que vous lisez, vous allez avoir des schémas qui vont apparaître entre plusieurs chapitres, des configurations. Là par exemple c'est l'organisation interne croît en complexité à mesure que le système avance vers le bord chaotique. C'est la deuxième configuration. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie et ce que c'est, mais c'est Malcolm, c'est le chaoticien qui nous fait ces petits schémas. Il me semble qu'on a d'autres styles de schémas qui ne sont pas faits par Ian Malcolm. Pour montrer je crois le séquençage d'ADN ou enfin d'autres petites choses très sympathiques. Non, toujours Malcolm. Est-ce qu'il nous met d'autres choses? Là on a quoi? En fait à chaque fois vous pouvez tomber sur un truc bizarre. Non c'est toujours Malcolm. C'est toujours des séquençages à moitié, des configurations pour le chaos. Je ne sais pas ce que ça signifie. S'il y a des théoriciens, des chaoticiens, je ne sais pas du tout comment on dit, qui passent par là. Mettez en commentaire si vous savez ce que ça signifie. Mais on a plusieurs diagrammes du coup pour le second volet qui sont essentiellement liés du coup au chaos et à certaines
théorie de Malcolm, alors que dans le premier livre on a plutôt des séquençages d'ADN, c'est ça dont je vous parlais, donc je vais essayer de le retrouver. Je me baisse mais j'essaie de regarder la caméra en même temps. Alors on a voilà, des schémas, par exemple là il me semble que c'est pour la répartition des tailles pour un dinosaure, le pro... Je vais essayer de le prononcer mais je m'excuse à l'avance. C'est le Procompsognathus. Voilà. Je sais pas quel dinosaure c'est, je ne sais pas si c'est un dinosaure. Mais on a beaucoup plus de schémas, de diagrammes, ce genre de choses. On peut tomber aussi sur des séquençages. Là, je crois que c'est le séquençage d'ADN justement. Donc comme vous voyez, ici vous avez quelque chose, là, ici. Ça peut vous tomber dessus en pleine lecture. Oui, là, ça c'est les fragments d'ADN. Voilà. Et du coup, c'est vrai que l'histoire en elle-même est très intéressante parce qu'on évolue dans une île où il y a plein de dinosaures. On voit un peu leur réaction face aux dinosaures. Mais le côté scientifique prend vraiment une bonne partie de l'histoire et ça peut venir alourdir la lecture. En tout cas, moi j'ai été très contente de pouvoir le lire. Je l'ai lu assez rapidement, c'est vrai que j'ai eu du mal à vraiment accrocher à l'histoire parce que du coup je connaissais déjà le livre. Il y a beaucoup de faits qui diffèrent de l'adaptation. Je pense que je vous ferai une vidéo, c'est toujours prévu que je vous fasse une vidéo, donc là c'est la petite parenthèse. C'est toujours prévu que je vous fasse des vidéos book vs adaptation. Mais comme j'ai eu des soucis avec les séquences que je vous avais tournées sur Scary Stories, que j'avais mis de côté pour vous les montrer en fait du coup plus en octobre, la saison qui est plus adéquate pour cette histoire, je pense que je vais essayer de retourner des séquences de d'autres romans. Et du coup vous présenter ça autrement, je ne sais pas encore comment je vais faire. Comme j'ai un nouveau logiciel qui m'offre beaucoup plus de possibilités, j'ai beaucoup plus de choses que je peux réaliser, donc je verrai comment je vais faire. Mais Jurassic Park c'est prévu, là il y a la biologie, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres livres en rapport avec Jurassic Park pour étoffer on va dire la vidéo. Et je vous ferai un truc book vs adaptation et je vous parlerai vraiment des différences qu'il y a entre les livres et les films. On ferme la parenthèse. Et donc, le roman Le Monde Perdu, je l'ai moyennement aimé comparé à Jurassic Park parce que dans le premier tome, on a bien sûr la découverte des dinosaures, on a Alan Grant qui a passé sa vie à les étudier et qui découvre du jour au lendemain qu'ils sont réels. Alors que dans le deuxième tome, on sait déjà la peur qu'éprouve Ian Malcolm par rapport aux dinosaures. C'est comme s'il n'y avait plus de surprise, il n'y avait plus d'anticipation, plus de plaisir à découvrir une espèce disparue, à se rendre compte que oui, en fait ils ont existé. Je crois que c'est mentionné dans les Jurassic World, parce que du coup je me suis refait tous les films Jurassic Park et j'ai enchaîné avec les Jurassic World, je vais y arriver. Et je crois que c'est dans les Jurassic World où ils disent que les dinosaures en fait, pour nous ça a toujours en fait été comme une légende parce que c'est des créatures disparues dont on nous a parlé, qu'on a vu dans des cahiers, des livres, ce genre de choses. Et ils sont majestueux, ils sont extraordinaires, ils sont féroces, enfin bref, c'est un peu comme des créatures fantastiques qu'on ne connaît pas alors qu'ils ont vraiment existé. Et ce livre nous montre que vraiment, oui, ils ont existé, c'est pas juste une légende et c'est ça qui nous fascine autant. Donc on a toute une partie des personnages qui est soit blasée par rapport aux dinosaures parce qu'ils sont habitués à les voir, comme Ian Malcolm. On a d'autres personnages qui les découvrent pour la première fois, donc on a encore cette petite surprise dans leurs yeux, tout ça. Mais on a toute une partie de personnages qui sont là parce qu'ils pensent avoir des droits du coup sur les dinosaures et ils sont là pour les utiliser, les chasser, ce genre de choses. Ça c'était vraiment déplaisant parce que c'était à la fois déplaisant parce que c'est chiant les gens qui font ça, vraiment, même dans notre vie de tous les jours, des chasseurs qui se fixent sur une espèce qui est bientôt en voie de disparition et qui, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais voilà, quoi, je vais pas non plus aller là-dedans. Mais d'un autre côté, c'était très réaliste de la part de l'auteur de axer, on va dire, cette impression dans la lecture. Je sais pas si c'était clair, mais de nous montrer vraiment que peu importe, on s'en fiche que ce soit une espèce qui est disparue depuis des milliers d'années, le fait qu'elle existe maintenant et qu'on puisse l'utiliser, ça, pour eux c'est la solution, c'est la réponse à la question. C'est juste voilà, c'est quand on leur demande pourquoi ils font ça, elle existe donc on a le droit. C'était vraiment on va dire une dénonciation de la part de l'auteur, je pense, pas du coup pour les chasseurs de dinosaures, mais je pense qu'il voulait cibler vraiment tous ceux qui chassent des espèces disparues ou même des espèces
pas des espèces disparues, mais des espèces en voie de disparition. Voilà, c'était une dénonciation de la part de l'auteur, je pense, par rapport à ce fait-là de notre société. Je vois plus de choses dans ce livre maintenant que je vous fais la chronique vidéo. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour Le Monde Perdu, parce que je sais que j'en dirai beaucoup plus dans ma vidéo Book vs adaptation. Mais si vous voulez vous lancer du coup dans les Jurassic Park, gardez quand même à l'esprit que c'est des livres très fantasy, science-fiction, mais du coup qui sont axés sur quelque chose de scientifique, parce que les dinosaures sont une réalisation, sont une manipulation génétique, une création génétique. Donc on a pas mal de faits scientifiques qui nous sont expliqués dans le premier et le deuxième tome. Vous allez sans doute entendre des bruits parce que mon père et mon frère viennent de rentrer parce qu'ils ont été chercher un nouveau four. Voilà, c'est la petite parenthèse du quotidien. Dans le second roman du coup que j'ai lu, il s'agit d'un service presse que je dois d'ailleurs à tout prix chroniquer sur mon blog. Donc je pense que je vous mettrai en barre d'informations bien sûr ma chronique écrite sur le blog. Il s'agit de Mulan, le roman du film de Christophe Alonso... Ah, je sais plus son nom, en tout cas vous avez le roman qui s'affiche ici et je vous mets du coup le nom de l'auteur parce que je sais qu'il n'est pas noté sur la couverture. Donc Mulan, le roman du film, ça faisait un moment que je voulais lire un roman sur Mulan. J'ai Réflexion qui est dans ma palle, donc qui est ce roman. Je vous le montre parce que peut-être ça ne vous dit rien. Voilà, que j'ai acheté juste avant le confinement. Je suis plutôt contente. Donc c'est de Elisabeth Lim, mais ça fait partie du coup des histoires donc Twisted Tale. Ce que j'ai remarqué par rapport du coup au Twisted Tale, j'avais lu, vous savez, l'histoire éternelle, oui voilà, Histoire éternelle de Lise Braswell, donc qui était sur La Belle et la Bête. Et en fait j'ai remarqué que Twisted Tale, ils vont avoir plusieurs auteurs différents qui font les récits, comme pour Contes Interdits, c'est un collectif d'auteurs en fait qui se sont réunis pour écrire une saga entière. Et donc Mulan, du coup je connaissais ce livre, je connaissais un autre roman mais je sais plus du tout à quoi il ressemble et le nom. Mais je sais que j'en ai noté un autre dans mon livre addict. Et je sais pas, peut-être que je vous le mettrai ici en couverture, mais je suis pas sûre. Et je suis tombée du coup sur NetGalley, je suis tombée sur Mulan, le roman du film. Et j'ai vu qu'on pouvait le demander en service presse, ce que j'ai fait. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai pas envie de me voir Mulan avant d'avoir lu quelque chose dessus. Parce que Mulan, à la base, c'est tiré quand même d'une histoire vraie, donc du guerrier Huan Mulan, plutôt de la guerrière. Et c'est dans des récits, je crois, il faudrait que je demande au sortilège des mots parce que je sais qu'elle a fait quelques recherches. C'est par rapport, dans un récit chinois, dans un conte chinois, où il parle de cette guerrière légendaire. Enfin, c'est dans voilà, les contes et les légendes chinoises. Il me semble que c'est dans ces récits-là. Et Huan Mulan en fait partie. Et c'est tiré du coup de cette guerrière, le Disney. Et je voulais lire un peu. Je lirai bien sûr la version originale, donc les contes et récits chinois, tout ça, de ce qu'il parle de Huan Mulan. Et du coup le roman du film nous parle essentiellement du coup du film qui est très très proche du coup du Disney. Mais évidemment c'est une adaptation de la version Disney, de la version dessin animé. J'ai bien aimé ma lecture au début, j'étais vraiment sceptique parce que Mulan c'est toujours un dessin animé qui m'a un peu... J'étais pas forcément convaincue, ça m'a toujours attirée parce que quand j'étais petite j'ai toujours baigné dans une ambiance très chinoise. Mon père faisait du tai chi, j'ai assisté souvent aux assemblées si je puis dire. Le tai chi c'est un art martial qui se pratique comme une sorte de danse. Je sais pas si c'est une très bonne définition, je m'excuse si c'est pas le cas. Mais du coup j'ai toujours évolué, voilà, j'ai grandi avec les films de Jackie Chan, les vieux films en noir et blanc. J'adorais fêter le nouvel an chinois, on avait toujours quelques décorations et ornements chinois à la maison. Alors que je n'ai pas d'origine chinoise, pas du tout. Mais on a toujours évolué dans une atmosphère un petit peu asiatique. Et du coup Mulan m'a toujours fascinée. Mulan c'est un dessin animé qui m'a toujours fascinée. En même temps j'aimais beaucoup parce que c'est chinois, j'adore le petit dragon, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais j'adorais toute l'ambiance chinoise du dessin animé. Et d'un autre côté Mulan, j'avais du mal à accrocher quand même au personnage principal. Mais du coup le roman du film nous montre une autre facette en fait de cette femme guerrière. On a vraiment un côté humain, un côté réel qui est apporté à l'histoire. En tout cas, le livre, c'est ce qui me fait ressentir. Je ne sais pas si ce sera le cas pour le film. Encore une fois, je pense que je viens d'avoir une très bonne idée pour les Book vs adaptations. Je ne vous en parlerai pas, ce sera une surprise, mais je vais avoir une très très bonne idée. Je crois même que je vais la noter parce que sinon je vais l'oublier à la fin de cette vidéo. C'est fait. Alors, du coup, oui, le récit offre vraiment un aspect très concret
à la guerrière de Mulan. On a vraiment un aspect qui est humain, qui est moins romancé, qui est moins édulcoré. On a toute une part de fantastique bien sûr dans Mulan, et encore une part, on n'a pas le côté des ancêtres qu'on voit dans le dessin animé, mais on a quand même une présence des aînés, des ancêtres qui est auprès de Mulan sous la forme d'un animal, je ne dis pas lequel. C'est très différent quand même un peu du dessin animé. Je pense peut-être qu'il s'inspire, soit il s'inspire en fait du coup du livre original, soit c'est eux qui l'ont imaginé, je ne sais pas. Mais du coup, ils ont quand même fait certaines choses très différentes en fait du dessin animé, même si tout le déroulement c'est pareil en fait. Tous les événements c'est vraiment assez similaire. Il y a certains... Je crois qu'il y a 2-3 épisodes dans le livre qui ne sont pas présents dans le dessin animé. Mais parce que on a un roman qui nous est présenté comme si c'était une histoire réelle en fait, avec une adulte et pas une princesse, une petite fille qui est présentée on va dire aux enfants. Si vous avez hâte de voir le film, je pense que lire le livre pourrait être une très bonne idée parce que vous aurez déjà plus de détails que dans le film. Et puis ça vous permet vraiment de découvrir la facette de Mulan parce que moi elle m'a beaucoup émue. On a aussi un vrai esprit féministe dans ce livre parce que quand même on est dans une époque où les femmes doivent juste se marier, doivent juste faire l'honneur de leur famille en choisissant un homme respectable, doivent être douces, enfin il y a énormément de pression qui est apposée sur les femmes, je ne sais pas du tout si c'était français. Mais ce roman a vraiment une part féministe parce qu'il montre une femme du coup qui se libère de ça et qui prend ses propres décisions, qui fait l'honneur de sa famille de ça à sa façon et qui prouve sa valeur, tout ça sans être dans le moule en fait prédéfini des femmes de l'époque. Mais oui, c'est un très bon roman, je pense que le film va être génial, j'ai hâte de le voir et puis on verra bien, je vous ferai mon retour une fois que j'aurai vu le film je pense. Le troisième roman que j'ai lu, il s'agit de Aquamarine de Andreas Echab, que voici. La couverture est sympathique, mais je trouve qu'elle ne met pas suffisamment le livre en valeur parce que l'histoire est vraiment... Elle est géniale l'histoire, vraiment je m'attendais pas à ça. Le livre je ne l'ai pas... Je l'ai choisi, mais je n'ai pas regardé la quatrième. Je l'ai pris parce que du coup j'avais la possibilité de prendre des livres durant mon stage. Et c'est vrai que je l'ai choisi, on était en plein été et ça m'a fait penser à l'océan, la mer, tout ça. Ce livre, je l'ai lu dans le cadre de mon challenge Magical Readathon, donc pour les hauls. Et c'était pour la catégorie, je devais lire un livre qui parlait de la mer ou qui se déroulait sur le front de mer. Ce livre-là, du coup, on suit l'histoire de Saa Leeds, qui a 16 ans, qui vit en Australie avec sa tante qui est sourde et muette. Et elle vit dans un port, on va dire plutôt une ville portuaire en Australie qui est extrêmement axée sur du coup la mer, l'océan, tout ce qui est océanique. Ils sont énormément tournés vers ce milieu et son école aussi, ils font énormément d'activités. Sauf que ça, depuis qu'elle est jeune, on lui a répété qu'elle ne pouvait pas aller dans l'eau parce qu'elle a eu un accident étant petite qui lui a laissé des marques sur le corps, des plaies qui ne se referment jamais. Et un jour, elle va dans l'eau, bien sûr, elle manque de se noyer et elle est sauvée. Et petit à petit, elle commence à se poser des questions sur ces plaies qu'elle a parce que on peut pas les refermer, on peut pas les mettre des points de suture ni quoi que ce soit. Et elle va commencer à découvrir une autre vérité sur elle et sur ces mystérieuses plaies qui parcourent son corps et sur surtout le mystère de sa naissance. Donc Aquamarine, j'étais pas convaincue du tout, vraiment, c'est vrai que j'ai pas lu la quatrième, mais c'était pas un roman qui m'attirait en soi. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vraiment une bonne histoire. Je le classifierais plutôt dans la fantasy et jeunesse young adulte parce que nous suivons du coup une héroïne qui a pas mal de secrets enfouis dans sa famille, du côté de sa naissance, du côté de ses plaies qui parcourent son corps. Et on a vraiment une découverte du coup, une révélation de tous ses secrets, mais en même temps on la suit dans son quotidien à l'école, on essaye de voir un peu comment elle évolue avec ses amis, ses rencontres entre guillemets amoureuses, comment ça se passe dans cette nouvelle ville, comment ça se passe avec sa tante, et aussi tout le milieu océanique. C'est vrai que c'était très intéressant, j'aurais préféré peut-être le lire en été parce qu'on était vraiment dans quelque chose de marin, d'océanique et de... Il y a des mots que je peux pas utiliser si ça vous spoil.
voilà, mais c'était une lecture qui était très intéressante et qui était très surprenante. Un autre fait aussi que j'ai adoré vraiment dans cette lecture, que j'ai apprécié on va dire, c'est l'auteur a voulu, je pense, dénoncer un fait dans notre société, que le numérique commence à prendre part sur la version, sur voilà, les livres papier, ce genre de choses, et je pense que l'auteur a voulu le dénoncer dans son roman, parce que dans cette petite ville portuaire, tout le monde possède une tablette qui règle tous vos soucis, qui gère toute votre vie. Pareil à l'école, tous les devoirs sont faits sur tablette, toutes les lectures sont faites sur tablette. Il y a même une caméra qui vous filme et qui enregistre, qui reconnaît en fait votre visage et qui sait que vous êtes en train de lire ça, et du coup c'est enregistré dans des serveurs. Tout est très électronisé, tout est enregistré dans des serveurs, dans des boîtes informatiques, tout est informatisé et tout est digital. Et quand du coup Saha essaye de se tourner vers les livres papier, c'est très difficile d'en trouver et c'est des perles rares en fait. Et j'ai apprécié du coup que l'auteur mette un point sur ce fait de la société, sur le fait que le livre numérique et les livres papier sont en perpétuel combat, même si de mon point de vue ils peuvent se combiner et il peut y avoir une vraie force en fait avec ces deux livres. Je suis désolée pour la porte qui vient de claquer. Mais du coup, Aquamarine, c'est vrai que c'est une très bonne histoire en fait, même de jeunesse, de young adulte. Il y a pas mal de fantaisie, de romance, d'action, et on a tout un autre côté qui nous explique pas mal de sujets, notamment les créatures océaniques, les animaux océaniques qui sont chassés, la pollution des océans. On a énormément de faits importants de la société qui sont racontés dans ce roman, qui sont dénoncés. Donc c'est une lecture non seulement qui est distrayante, qui est intéressante à lire par rapport à son histoire, mais qui est très dénonçante et qui a un impact en fait sur notre quotidien et sur l'environnement. Voilà, je pensais pas en dire autant, mais du coup c'était une super bonne surprise. Le dernier livre que je vais vous présenter, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo qui va suivre. Il s'agit du tome 8 de La Meute du Phénix de Susan Wright. Et je vais pas pouvoir en parler énormément dans cette lecture parce que sinon je vous spoil quelque chose de énorme par rapport à la série. Donc je vais juste, pour cette update lecture, je vous parle rapidement du coup de ce roman. Et en fait je vais tourner une vidéo juste après pour vous présenter la saga La Meute du Phénix. Dans ce 8e tome, nous retrouvons Dominic Blake, seul membre de la Meute du Phénix qui n'avait pas encore trouvé de compagne, qui enchaîne bien sûr lui les conquêtes, qui est un vrai beau parleur, qui fait que des blagues salaces, enfin voilà, c'était vraiment le pervers entre guillemets de la bande. Et en fait il va commencer à s'intéresser à une nouvelle femme qui fait son apparition. Il s'agit de Mila, qui est un chat de Pala. J'en ai déjà parlé en vous mentionnant du coup la meute Mercure, donc c'est les petites créatures adorables. Mila fait partie de la meute Olympus que nous découvrons dans la meute Mercure dans le tome 3 ou 4, je ne sais plus. Et Dominique va commencer à... il fait son jeu habituel de charmeur, hein, de beau parleur, et ça ne marche pas sur Mila parce qu'elle en a rien à faire de lui. Et du coup il va vraiment s'intéresser à elle, une amie, bien sûr de fil en aiguille, ils vont finir ensemble, hein. Vous savez, c'est marqué dans la 4e, vous savez quand il y a une fille qui est mentionnée dans ces romans là, ils vont forcément être en couple. Mais bien sûr il y a des soucis, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la meute du Phénix, dans la meute de Mercure et la meute Olympus. On a énormément de faits qui arrivent, on a encore tous les anti-extrémistes qui sont là, qui leur mettent des bâtons dans les roues, qui veulent... les tuer, les kidnapper, enfin bref, qui sont contre les métamorphes. Ça prend aussi une bonne part du roman, mais on a encore toute cette romance qui est encore très différente en fait de ce qu'on a vu parmi les 7 autres tomes. Ce que j'aime particulièrement vraiment dans cette saga, c'est le dernier point que je dirais par rapport à ce roman, c'est que elle nous a toujours, moi elle m'a toujours pas déçue, elle a encore innové énormément dans ce tome là, et j'ai hâte de voir quelle autre surprise elle peut nous réserver. Du coup j'en dirai pas plus pour le tome 8 de La Meute du Phénix et je vais vous faire mon bilan pour les livres lus. Alors, en premier j'ai lu Le Monde Perdu de Crichton. C'était du coup la fin de cette duologie. J'ai bien aimé, même si j'ai préféré Jurassic Park, donc qui est le premier volet, à ce second volet. Je vais vous en parler je pense plus en détail dans ma vidéo Book vs Adaptation que je tournerai je ne sais pas quand. Ensuite j'ai lu Mulan, le roman du film. Je ne sais plus toujours pas le nom de l'auteur. C'était un superbe roman, une très belle découverte. Il m'a beaucoup émue. Si vous comptez regarder le film, lisez le livre avant vraiment parce que ça vaut le détour. Ça va vraiment vous donner une autre vision de Wan Mulan.
de la guerrière qu'on a pu voir dans le dessin animé. Ça va vous donner une autre perspective et ça va vous faire apprécier cette histoire mais sous une autre facette. J'ai ensuite lu Aquamarine de Andreas Echab. C'était une super bonne surprise. Je m'attendais pas à autant aimer ce livre parce que je partais un peu déjà pessimiste pour ce roman. Je pense que vraiment la couverture, je pense même que j'en parlerai, vu que je connais les gens de la maison d'édition, je leur toucherai 2 mots parce que je trouve que la couverture pourrait vraiment mettre encore plus à l'honneur ce qu'il y a dans le roman. Après c'est aussi une version très épurée et très jolie de l'histoire. Il y a un lien bien sûr avec le roman. Désolée pour le tracteur qui est en train de passer, mais du coup je pense qu'il pourrait y avoir... il y aurait matière à changer en fait par rapport à la couverture, mais elle pourrait... Moi elle m'a pas fait envie en fait, c'est ça qui est dérangeant, c'est que la couverture m'a pas fait envie du roman, mais l'histoire était juste hyper bien. Et ensuite j'ai lu du coup La Meute du Phénix, le tome 8 de Dominique Blake. Ce roman était encore super, c'est mon préféré de toute la saga La Meute du Phénix. Je peux pas dire autre chose parce que sinon je vous spoil. Donc je vous en parle tout de suite dans ma vidéo. Du coup la saga La Meute du Phénix que je vais filmer, donc je serai habillée pareil. Mais je vous en parle tout de suite parce que j'ai vraiment envie de vous parler en détail de ce livre.